Alors, avant de commencer, vous allez le voir, la vidéo est principalement humoristique, et clairement une parodie du youtubeur Feldup. Beaucoup de passages sont écrits par ChatGPT, car je trouve qu'il rédige de façon incroyablement dramatique des petites choses. Je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo, plus sérieuse, et je vous souhaite en attendant d'au moins apprécier cette petite parenthèse amusante. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, en cette journée spéciale, je vous propose une vidéo différente de d'habitude. Si vous êtes ici, c'est que les chars vous intéressent. Que vous soyez néophyte ou que vous soyez dans le milieu depuis des décennies, vous aimez les blindés. Je fais aussi partie de cette communauté et ce soir, j'aimerais vous parler de quelques sujets sombres de cette arme, sous la forme d'un iceberg. Alors qu'est-ce qu'un iceberg, me direz-vous? Eh bien, comme son nom l'indique, la partie visible représente les sujets, les intrigues les plus connues et répandues dans le public. Ensuite, une plongée vers la partie immergée nous conduit vers le moins connu, puis, dans les abysses, l'inconnu. Enfilez votre combinaison, c'est parti. Les rondins de bois. Un rondin de bois, simple, brut, primitif. Et pourtant il se retrouve là, fixé au char de l'armée russe, un morceau d'arbre transformé en pièce d'équipement militaire. Un accessoire inattendu, un détail étrange. Tout commence par un post sur le subreddit World of Tanks, le 4 octobre 2013. L'utilisateur demande « Pourquoi certains chars ont des rondins attachés ?» C'est une très bonne question, qui attira l'attention de nombreux utilisateurs. Pourquoi, à l'ère de la haute technologie et des armes de précision, un char aurait-il besoin d'un tronc d'arbre? Et pourquoi maintenant, alors que les conflits modernes semblent si avancés, si numérisés? Il y a quelque chose d'étrange, presque déroutant dans cette image. Les conflits d'aujourd'hui se déroulent souvent dans des zones reculées, dans des terrains difficiles, loin des bases et des ateliers. Là-bas, un char peut se retrouver embourbé dans la boue ou face à un obstacle imprévu. Et quand cela arrive, il n'y a qu'un moyen de s'en sortir, la force brute. C'est là que le rondin de bois entre en jeu. Utilisé comme levier, ou parfois placé sous les chenilles pour donner de l'adhérence, il devient l'outil ultime de survie. Il est là pour les imprévus, pour ce que la haute technologie n'a pas prévu. Mais pourquoi un simple rondin de bois attire-t-il autant l'attention? Est-ce que c'est parce qu'il nous rappelle que la guerre, malgré toutes ses avancées, est toujours crue, primitive? Que malgré les drones et les satellites, il existe encore des éléments qui ramènent la guerre à sa forme la plus archaïque? Ce rondin de bois, c'est peut-être plus qu'un outil. C'est un symbole. Il est là pour nous rappeler que parfois, dans les situations les plus complexes, ce sont les solutions les plus simples qui perdurent. Chargeur mangeur de bras. Le T-64, symbole de puissance et de terreur sur les champs de bataille. Un engin redoutable, avec une caractéristique unique pour l'époque, son chargeur automatique. Mais ce n'est pas un simple système de chargement. Non. C'est une machine quasi autonome, conçue pour charger le canon sans intervention humaine. Ou plutôt, pour réduire la place du facteur humain. Avec ce système, l'équipage est réduit à 3 soldats seulement. Le commandant, le pilote et le tireur. Le chargeur, remplacé par un automate. Pour certains, cette technologie est un rêve. Pour d'autres, elle a très vite pris un impact plus cauchemardesque, car au sein de l'équipage, une rumeur se propage. Discrètement d'abord, puis de plus en plus inquiétante. On dit que le chargeur automatique mange les bras des soldats. Le mécanisme est rapide, brutal, et il ne pardonne pas la moindre erreur. Le tireur, situé juste à côté de la machine infernale, doit être précis et rapide dans ses mouvements. Mais dans le tumulte des combats, quand la peur et l'adrénaline prennent le dessus, un simple écart de quelques centimètres suffit, et là, le bras est happé. Il est coincé dans les mâchoires d'acier du chargeur, broyé, déchiqueté en un instant. Avec le temps, ces incidents ont forcé les soviétiques à former leurs équipages plus intensivement, à leur enseigner l'importance de chaque mouvement, chaque geste dans ces espaces exigus. Mais même avec tout l'entraînement du monde, certains risques restent inévitables.
Mais cette histoire est totalement fausse. C'est une légende. Si vous êtes monté dans un T-72 ou un char du genre, vous savez qu'il est impossible de placer son bras inconsciemment sur la trajectoire du chargeur. Il n'y a d'ailleurs absolument aucun rapport de n'importe quelle armée ayant utilisé ce char d'un tel cas. Ce n'est pas arrivé. On s'est foutu de vous. L'objet 279. Imaginez un char à l'apparence surréaliste, posé sur 4 chenilles au lieu de 2, avec un blindage lourdement incliné pour dévier les projectiles, et un canon imposant prêt à effacer toute menace. Ce char, c'est l'objet 279, un prototype soviétique conçu pour être l'un des véhicules les plus redoutables jamais créés. Imaginons un monde plongé dans la terreur nucléaire, où chaque nation est prête à déployer des engins de mort de plus en plus sophistiqués. Pour la simple raison qu'il n'y a aucun retour en arrière possible. L'objet 279 n'a rien d'un char ordinaire. Sa forme est étrange, ses caractéristiques techniques encore plus. Mais pourquoi ce design si particulier ? Quelles logiques ont pu conduire à la création d'un tel monstre mécanique ? Nous sommes dans les années 60. L'URSS est en pleine course technologique face aux États-Unis. L'idée d'une guerre totale, nucléaire, est au cœur de toutes les stratégies militaires. Pour les concepteurs soviétiques, il ne s'agit pas seulement de construire des armes, mais de les rendre capables de survivre dans les environnements les plus hostiles, même sous les radiations d'une explosion nucléaire. Son design très particulier, semblable à une soucoupe, servait un objectif précis. Cette forme aplatie réduit la prise au sol en cas d'onde de choc. Les 4 chenilles permettent une stabilité exceptionnelle, même sur des terrains meubles ou dévastés par des bombardements. Ce que je viens de vous dire, c'est une belle histoire, très répandue. Mais c'est faux. Non, la forme du 279 n'a pas d'autre utilité que de maximiser le blindage du char, et de le faire correspondre au cahier des charges, stipulant une protection presque totale contre les obus de 122 mm soviétiques et les charges creuses américaines de 90. Le KV de Razaniaï. Le 22 juin 1941, les forces allemandes lancent une offensive sans précédent sur le front de l'Est. Dans le nord, la 6e Panzer-Division progresse rapidement, mais elle tombe soudain sur une résistance inattendue. Un char isolé, lourdement blindé, qui va retenir une division entière pendant près de 2 jours. Ce char est un KV. Et ce qui rend cette histoire encore plus intrigante, c'est l'incertitude qui l'entoure. Certains témoins parlent d'un KV-1, d'autres d'un KV-2. Mais pourquoi ce détail est-il si important ? Les témoignages des soldats allemands de la 6e Panzer-Division diffèrent. Certains décrivent un char avec une tourelle massive et reconnaissable, d'autres évoquent une silhouette plus basse et compacte. En l'absence de preuves concrètes, l'histoire devient floue, et c'est ici que les théories émergent. Alors, était-ce un KV-1 ou un KV-2 qui a défendu Razaniaï ? Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre les deux. Peut-être que ce mystère fait partie de ce qui rend cette histoire si marquante. Parce qu'au fond, ce char, peu importe son modèle exact, a incarné la détermination d'un peuple entier, prêt à se sacrifier pour chaque mètre de terrain. Sauf qu'en fait on sait, et c'était un KV-1, puisque l'on dispose de longs travaux historiques sur le sujet par l'historien Maxime Colomiette, et qu'il existe littéralement des photos du char en question, qui était un KV-1. Je vous invite à regarder ma vidéo dessus. L'IS-3 en Mandchourie. Une question que peu d'historiens ont su trancher et qui résonne encore aujourd'hui. Sauf qu'en fait, si on le sait, mais ça fait plus dramatique, dit comme ça. L'IS-3 a-t-il réellement combattu en Mandchourie ? Les sources ne sont pas toutes d'accord sur la question. La plupart des documents officiels et des rapports soviétiques n'indiquent pas la présence de l'IS-3 dans cette campagne. Mais des témoins oculaires affirment avoir vu des chars qui pourraient ressembler à ce modèle si distinctif, avec sa coque en forme de pièce de monnaie et son puissant canon. Techniquement, c'est peu probable. Le développement du char IS-3 avait été retardé, et les premiers modèles de production ne sont sortis qu'après mai 1945. La campagne de Mandchourie elle-même n'a duré que quelques semaines, et il aurait été quasi impossible de déployer un modèle aussi avancé dans un délai aussi court. Alors, qu'en est-il des rumeurs ? Certains disent que des prototypes expérimentaux ont été envoyés en Mandchourie pour des tests. Mais cela reste difficile à confirmer. Si les soviétiques avaient vraiment voulu déployer l'IS-3,
ils auraient probablement dû faire face à des défis logistiques immenses. Mais alors, d'où viennent ces histoires, ces témoignages, ces récits de soldats? Peut-être est-ce une simple confusion? Peut-être une légende, dès d'une époque où les rumeurs pouvaient se propager aussi vite que les faits? En fin de compte, la réponse reste floue. Et peut-être est-ce cette ambiguïté qui fait tout le charme de l'IS-3. Symbole d'une époque, symbole d'une terreur en acier. Il continue de hanter les récits de guerre, même là où, peut-être, il n'a jamais mis les chenilles. Le Su-76. Il est des blindés dont les noms résonnent dans la tête de nombre de personnes. Dans la culture populaire, et dans la vraie vie par extension, le Su-76M est peut-être l'un de ces véhicules, dont, même si l'on ne connaît pas le nom, on connaît la forme, la silhouette. Pourtant, si l'on demande souvent au Su-76M s'il était un bon véhicule, on oublie souvent de lui demander comment il va. Et il va mal. Oui, si l'on vous parle souvent de la version, cette réputation s'est faite sur le cadavre de son grand frère, le Su-76 tout court, et c'est un joyeux bordel. Le 16 octobre 1942, un cahier des charges est établi pour la conception d'un petit canon automoteur. Ce cahier reprendra beaucoup d'éléments des Su-31 et 32, deux automoteurs au sort aussi funeste. Ce nouvel automoteur prit le nom Su-12. Les plans étaient prêts moins d'un mois plus tard et la construction fut confiée à l'usine 38, qui n'avait alors jamais construit d'automoteur. Le blindé fut préparé fin novembre et commença directement des essais. Les problèmes apparurent alors. Le 11 décembre, premier défaut. Une fuite d'huile dans le système de refroidissement. Au 400e kilomètre, la boîte de vitesse du moteur droit tomba totalement en panne, faisant qu'une partie des essais durent se faire avec un seul moteur. Pour les soviétiques, le Su-12 avait échoué les essais de mobilité. Pour Ginzburg, le concepteur en chef, c'était un problème au niveau de l'assemblage et non pas de conception. Et il n'avait pas tort. En temps de guerre, avoir des prototypes de très haute qualité est un luxe que l'URSS ne pouvait pas vraiment se permettre. Le Su-12 avait néanmoins déjà été accepté en production. Ginzburg observa de lui-même la production des véhicules, pensant que les problèmes se régleraient au fil de la production. Et là non plus, il n'avait pas encore totalement tort, puisque sous sa supervision, les troupes ne signalaient plus de problèmes de boîte de vitesse. Le véhicule qui était d'abord à toit ouvert se retrouva avec une casemate, en mars 1943, suivant une demande de Staline. Une demande judicieuse puisque les premiers rapports au combat du Su-12 indiquaient le besoin d'avoir un toit. Cependant, des défauts conséquents étaient déjà signalés avant cela. L'absence de thermostat dans le système de refroidissement mena à une surcharge de travail par les mécaniciens soviétiques. Un autre problème était lié au moteur. Le moteur droit démarrait en premier, mais le générateur électrique se trouvait sur le moteur gauche, ce qui avait tendance à épuiser les batteries. Le système permettant de contrôler les deux boîtes de vitesse avec un levier était aussi peu fiable. Ginzburg continuait à nier que les problèmes venaient de la conception du véhicule, mais de sa construction. Fin février 1943, 79 véhicules ne pouvaient pas combattre, à cause de défauts de boîte de vitesse, c'est-à-dire la moitié des Su-12 produits depuis le début. Le bureau de conception accepta de lancer le développement de plusieurs automoteurs, devant jeter le concept de moteur poubelle. Le bureau de conception accepta de lancer le développement de plusieurs automoteurs, devant jeter le concept de moteur parallèle à la poubelle et reprendre la conception du T-70. Des petits changements permirent de réduire le taux de panne, mais Staline dut intervenir directement pour retirer le Su-12 des régiments d'artillerie. De même, des brigades composées d'ingénieurs de l'usine 38 seront créées et envoyées dans les unités équipées du véhicule pour aider à les réparer et les moderniser. Le 7 juin 1943, le comité d'État à la Défense publia un décret ordonnant l'arrêt total de la production du Su-76, le nom que le Su-12 avait pris en mai. Le même décret indique que Salzman sera réprimandé et qu'une future discrétion concernant la qualité des blindés mènera à une forte punition. Cette forte punition, Ginzburg en fit les frais. Il fut retiré de son poste au commissariat du peuple à la production des chars,
interdit de tout travail dans ce domaine et fut envoyé dans l'armée active, au sein de laquelle il mourra au fond le 3 août 1943, près de Koursk. Le FT est le premier MBT. Cette histoire est particulièrement sombre. Il pourrait en traumatiser plus d'un. Le char d'assaut. Un mastodonte de métal qui écrase tout sur son passage. Aujourd'hui, on connaît tous les chars d'assaut modernes. Les fameux MBT, les chars de combat. Mais si on remonte un peu plus d'un siècle en arrière, un petit blindé a ouvert la voie. Il s'appelle le Renault FT. Et c'est lui qui a posé les bases de tous les chars modernes. Nous sommes en 1917. Les champs de bataille sont dévastés par la guerre des tranchées. L'idée de briser ces lignes impénétrables donne naissance à un engin terrifiant. Un véritable monstre de fer qui avance lentement et déchire le sol. Mais contrairement aux chars britanniques ou allemands de l'époque, qui ressemblent plus à des boîtes de conserve sur chenilles, le FT a quelque chose de plus. Le char Renault FT-17 a une tourelle pivotante. Le FT, c'est aussi la première fois qu'un char est conçu avec une architecture qu'on considère aujourd'hui comme classique. Le conducteur à l'avant, le moteur à l'arrière et une tourelle au-dessus. Les bases du tank moderne posées par ce petit engin de 7 tonnes. Le FT était plus qu'un simple véhicule. C'était une idée. Et cette idée, elle se perpétue aujourd'hui dans les chars de combat. Avec le FT, pas besoin d'un autre type de char, il se suffit à lui-même. C'est pour ça que le FT n'est pas seulement un char d'assaut de la Première Guerre mondiale. C'est le premier main battle tank.